Il est 8h15, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et votre invitée Sonia Mabrouk, c'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Et bienvenue ce matin sur Europe 1. La région Île-de-France doit-elle passer en vert ? Écoutez, je crois que le déconfinement, le passage au vert est souhaité ardemment par tous les Franciliens. Et moi-même, je le souhaite ardemment. Mais je sais aussi qu'il reste encore des foyers de contamination dans la région. Donc j'attends le verdict des autorités sanitaires. Et si, Valérie Pécresse, si certains départements passent en vert en Île-de-France et d'autres en rouge, si l'Île-de-France se retrouve bicolore, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va ressembler à quoi ? Ce sera extrêmement complexe de séparer les départements des uns des autres, parce que vous le savez, la région Île-de-France, c'est d'abord des transports, des déplacements. Et nous avons nos destins sont liés entre tous les départements, et on va travailler à Paris, on revient de Paris, on va d'un département à l'autre. Alors, cela dit, si la région passait au vert, elle pourrait passer au vert avec des mesures de vigilance renforcées, notamment sur l'utilisation des transports en commun qui pourrait être un vecteur de propagation du virus dans la région. Vous savez, la région, elle a assumé de très lourdes responsabilités pour que le déconfinement se passe bien dans ces dernières semaines, et nous sommes prêts à les assumer jusqu'au bout. Ça veut dire clairement, avec la prudence évidemment qui doit être de mise, vous demandez, vous, en tant que président de la région Île-de-France, qu'elle passe en vert. On sait que d'autres, justement, Xavier Bertrand pour la région des Hauts-de-France, l'a demandé, a même écrit au Premier ministre. Je le souhaite ardemment, mais je sais qu'il y a encore des foyers d'infection en Île-de-France. Donc, ce que je dis au gouvernement, c'est que je suis prête à assumer des mesures de vigilance renforcées si nous passions en vert en Île-de-France. Je pense évidemment au port du masque obligatoire dans les transports en commun jusqu'à la fin de l'épidémie. Je pense aussi aux règles de distanciation physique qui doivent s'appliquer dans les transports, au filtrage des personnes qui prendront les transports en commun, au maintien de l'attestation employeur qui permet de réserver les transports en commun à ceux qui vont travailler, au lissage des heures de pointe, au maintien du télétravail. Donc nous sommes prêts à nous contraindre davantage, mais c'est vrai que nous avons envie tous que l'activité reprenne, nous avons tous envie aussi que les parcs et jardins rouvrent, tout ça sous surveillance et avec la prudence nécessaire. Justement, vous parlez de ces parcs et des jardins, ça a été l'un des combats, cela est toujours d'ailleurs de l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo. Si tout à l'heure il n'y a pas cette réouverture, vous le comprendriez ? Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui on est capable. On l'a prouvé dans le métro, on l'a prouvé dans le RER. Île-de-France Mobilité, avec l'aide de l'État et des forces de l'ordre, a été capable de faire respecter des distanciations physiques dans un réseau aussi complexe que celui du métro, des trains de banlieue. Donc je crois qu'on pourrait le faire aussi dans les parcs et jardins. Et je crois aussi qu'il y a un effet pervers à maintenir ces parcs et jardins fermés. C'est celui d'agglutiner des personnes dans les rues, sur le canal Saint-Martin. Et donc je crois qu'il faut réouvrir sous surveillance ces parcs. Mais alors, là encore, c'est une question de responsabilité. Oui. Et les élus locaux sont prêts à prendre leurs responsabilités. Il faut aussi leur faire confiance. Leur faire confiance, on entend votre message. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, justement, cet enjeu de réouverture des parcs et des jardins ? Est-ce qu'il y a une bataille politique autre que l'enjeu sanitaire ? Il faut vraiment qu'on arrive à additionner nos forces. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes mûrs pour un pas en avant vers plus de liberté, vers plus d'activité. Nous sommes mûrs pour ce pas en avant et qu'on peut faire confiance aussi au civisme des Franciliens et au contrôle par les autorités de ces règles. Oui, j'entends votre réponse. Je vais vous poser la question, Valérie Pécresse, un peu plus largement sur la bataille, notamment à Paris. Évidemment, elle est engagée. Agnès Buzyn sort du bois ce matin dans le Figaro et plonge dans cette bataille. Ça vous inspire quoi ? Ce que je crois, c'est que Rachida Dati est la seule alternative crédible à Anne Hidalgo à Paris. Je l'ai toujours dit. Pour moi, il fallait qu'elle s'allie dès le premier tour avec tous les maires de droite sortants, même ceux qui avaient pris leur distance avec les Républicains. Alors je sais que c'est la stratégie que désormais elle veut adopter pour le deuxième tour. C'est la stratégie gagnante et je l'aiderai à la mener. Vous l'aiderez concrètement, cela veut dire quoi ?
Ça veut dire que Paris a besoin d'alternance, ça veut dire que Paris a besoin de changer de direction, d'être une capitale beaucoup plus sûre, beaucoup plus propre, j'allais dire beaucoup plus accueillante aussi, parce que ce que l'on constate, c'est que Paris est aujourd'hui devenue une ville pour les très riches et une ville aussi avec beaucoup de poches de pauvreté. Donc on a besoin d'une alternance à Paris et ma candidate pour Paris, c'est Dati. C'est dit, c'est entendu. On a besoin, vous dites, de tout cela. On a besoin aussi qu'à Paris, en Ile-de-France, rouvre les collèges et les lycées dans votre région. Qu'en pensez-vous sur ce sujet? Est-ce qu'il faut également accélérer le rythme et la cadence? Ce que je souhaite, là aussi, c'est la réouverture des lycées avant l'été. Je la souhaite parce qu'il faut renouer le contact pédagogique avec tous les élèves que l'on a perdus de vue. Et c'est une réalité. C'est notamment une réalité dans les lycées professionnels où les chiffres sont très alarmants. On est à 40-50% dans certains établissements d'élèves qu'on a perdus de vue à cause du confinement. Donc je souhaite cette réouverture, notamment pour renouer le contact avec les lycéens les plus fragiles. Et puis j'aimerais que le gouvernement, on est à 1 mois du bac français, j'aimerais que le gouvernement nous dise s'il va y avoir un bac qui va être passé. C'est quand même la moindre des choses de le savoir. Alors la région Île-de-France se prépare, à cette réouverture et je voudrais rendre hommage à tous nos agents parce qu'on a tout désinfecté. Donc aujourd'hui, si le Premier ministre nous dit qu'on réouvre la semaine prochaine, nous serons prêts. Et j'ajoute pour les transports en commun que je souhaiterais que cette réouverture ait lieu à 9h30 le matin pour lisser les heures de pointe et éviter de remettre encore 100 000 lycéens ou 150 000 lycéens, un tiers des lycéens dans les transports en commun aux heures de pointe. Ce lissage dans les transports. Et vous avez évoqué tout à l'heure, Valérie Pécresse, le masque. Vous avez dit qu'il fallait qu'il soit obligatoire jusqu'à la fin de l'épidémie. Vous savez quand est-ce qu'elle va se terminer, l'épidémie ? Non, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que le masque protège. Je sais aussi que dans les transports en commun, où on est de toutes les façons confronté à des foules, qu'on le veuille ou non, même s'il y a de la distance physique, il faut que le masque soit conservé. Le masque protège. Alors c'est un gros budget, l'achat des masques pour les familles. La région, vous le savez, a contribué, on a distribué des millions. Là aujourd'hui, Île-de-France Mobilité donne un masque tissu par abonné du Navigo, c'est 2 millions de masques qui sont distribués dans les gares, mais il va falloir que les entreprises prennent le relais pour leurs salariés, il va falloir que l'État prenne le relais aussi pour ses agents. Nous avons besoin aussi de fournir ces masques aux populations, c'est un très gros budget pour les familles. On peut encore rester 1 an, voire 2 ans masqués dans les transports. Si c'est nécessaire, mais c'est un mal nécessaire, c'est une gêne nécessaire pour protéger contre le mal. Les conséquences sociales à présent, Valérie Pécresse, elles sont très importantes. La direction de Renault va présenter demain son plan d'économie. Des usines franciliennes sont concernées, soit par d'éventuelles fermetures ou reconversions. Je pense à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, Flins, bien sûr, dans les Yvelines. Vous avez vu le patron de Renault, Jean-Dominique Sénard. Qu'avez-vous demandé ? Oui, la situation du pays est grave parce que si la crise sanitaire décroît, la crise économique et sociale est devant nous. Et elle va être violente. Elle va être violente. Et s'il n'y a pas un plan massif de relance, il y aura une vraie déchirure sociale. Le cas de Renault est emblématique. Le gouvernement annonce un plan de soutien à l'automobile et un plan de soutien à Renault. Je rappelle que l'État détient 15% du capital de l'entreprise Renault. Pour moi, ce plan de soutien doit être conditionné au maintien de l'emploi. Il ne l'est pas suffisamment ? Écoutez, la pression n'est pas suffisamment mise. J'ai reçu longuement Jean-Dominique Sénard hier. Je lui ai dit clairement que j'attends des engagements de maintien de l'emploi. Pour Flins et pour toute l'Île-de-France. Vous savez, la vallée de la Seine, c'est un territoire qui est très pauvre. On l'appelle la vallée de l'automobile. Ce serait un véritable cataclysme que la fermeture de Flins. Donc je demande des garanties et je ne me laisserai pas enfumer par de vagues promesses, parce que je sais trop ce que ça veut dire quand on dit un site va évoluer. On dit un site va évoluer, c'est le mot un peu poli pour dire il va décroître progressivement et puis dans 2-3 ans on va le fermer. Donc je demande des garanties, je demande un plan d'avenir pour Flins sur 10 ans. Je demande aussi que l'automobile du futur de Renault soit toujours conçue en Île-de-France, à Guyancourt, que la filière recyclage qui est à Choisy-le-Roi soit développée avec une vraie vision d'économie circulaire qui est de la vision d'avenir pour l'industrie automobile. Et surtout,
je demande un comité de pilotage et de suivi qui intègre la région Île-de-France pour vérifier que tous les engagements que Renault va prendre soient tenus. Et vous ne vous laisserez pas enfumer, dites-vous, ce sont vos propos Valérie Pécresse. En 2022, une éventuelle candidature outsider de l'humoriste Jean-Marie Bigard, c'est une blague ? Écoutez, on comprend qu'Emmanuel Macron ait envie de se reconnecter avec le peuple. Mais je crains qu'un coup de fil à Bigard ne suffise pas. Un coup de fil à Bigard ne suffira pas. Et certes, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit une aspiration des Français à s'exprimer de manière plus large, à participer à cette relance. Et c'est pour cela que la région Île-de-France va proposer aujourd'hui un plan de relance d'1,3 milliard d'euros qui est très puissant. Il y aura un volet à la fois économique, un volet social. Attendez, je viens à Bigard. Un volet économique, un volet social et un volet écologique, mais surtout un volet participatif. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une envie des Français de participer à la reconstruction du pays, de s'exprimer sur le pays qu'ils veulent, qu'ils souhaitent. Et ça, on doit leur donner la parole. Repose la question. Je ne suis pas sûre que Jean-Marie Bigard soit le bon porte-voix pour l'ensemble des Français. Mais ce que je sais, c'est que les Français ont besoin de porte-voix. Qui imagine le général de Gaulle appeler Jean-Marie Bigard ? Ou alors pourquoi pas, dites-vous, il faut bien s'adapter à son époque, peut-être. Non, ce que je dis, c'est que ça ne suffira pas à reconnecter Emmanuel Macron avec le peuple, parce que je crois que c'est vraiment sur le terrain qu'il va falloir se déployer. Il va falloir prendre conscience de la montée de la pauvreté dans toute la France, avec des Français qui n'ont plus touché 1 euro depuis des mois. Il va falloir prendre en compte l'angoisse du lendemain, qui touche tous ceux qui aujourd'hui sont en chômage partiel et qui ne savent pas s'ils retrouveront un emploi. Il va falloir prendre en compte la faillite de toutes ces TPE fragiles qui se disent mais où va être le filet de sécurité qui m'empêchera de tomber? Et c'est ça le rôle des régions. Le rôle des régions aujourd'hui, c'est de construire ces filets de sécurité pour les plus fragiles, ces plans de lutte contre la pauvreté, ces plans de retour à l'emploi pour les chômeurs. On va conclure, Valérie Pécresse, si je vous entends bien, vous excluez d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ce que je souhaite aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de concorde nationale, d'union nationale, c'est que l'État tire les leçons de cette crise. Cette crise, elle a montré la faillite de la bureaucratie et de la centralisation. Aujourd'hui, ce qui est efficace, ce qui est agile, ce qui marche, c'est d'être au plus près du terrain. Et c'est les régions, c'est les collectivités locales qui portent cette proximité et ces solutions du quotidien. Merci Valérie Pécresse, merci d'avoir répondu à mes questions et merci de rester avec nous sur Europe 1 et les auditeurs en compagnie de vous Mathieu. Oui, il y en a d'autres, des questions au 39 21 et sur le hashtag Europe 1 avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. On revient dans quelques toutes petites secondes. De France, Valérie Pécresse est l'invitée de la matinale d'Europe 1. Vous posez vos questions au 39 21 et avec le hashtag Europe 1. Merci Valérie Pécresse d'avoir accepté de rester avec nos auditeurs pour répondre à leurs questions. Vous allez l'entendre, il y a des questions extrêmement concrète. J'étais en ligne à 6h40 ce matin avec Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment, et ça a inspiré cette question à Pierre qui vous écrit: sur les chantiers publics, la région est-elle prête à absorber les coûts supplémentaires que doivent payer les entreprises du bâtiment avec les normes sanitaires? C'est ce que demandait Jacques Chanu pour les chantiers publics. Eh bien, malheureusement, effectivement, la crise aura un surcoût sur toutes les commandes publiques et nous serons obligés d'absorber une grande partie de ces surcoûts, c'est une certitude. La région est prête à absorber les 10, 15, 20% de surcoût sur les chantiers. Je crois que nous n'aurons malheureusement pas le choix. Je le dis malheureusement parce que ça veut dire que ça va renchérir tous les budgets. Et je rappelle que les fonds des régions, les fonds des collectivités sont des fonds publics, c'est de l'argent public. Donc ça veut dire qu'on pourra faire moins avec le même argent. Alors, 2 questions sur les transports, Valérie Pécresse, avec Elena qui nous demande quand est-ce qu'on peut imaginer un retour à la normale dans les transports, et Richard qui vous demande, c'est presque plus lointain, est-ce qu'il va falloir s'habituer, pensez-vous Valérie Pécresse, aux masques dans les transports en commun? Tout va dépendre de l'épidémie. Si l'épidémie reflue et s'il n'y a plus de danger, on enlèvera nos masques. Mais tant que l'épidémie est là, les transports peuvent devenir un foyer de propagation du virus. Et ce qu'il faut, c'est garantir la protection de tous ceux qui les utilisent. Donc oui, on gardera le masque tant que l'épidémie sera là, et c'est nécessaire pour protéger tous les voyageurs des transports. Mais je vais un peu plus loin que la question. Est-ce que vous pensez que c'est une habitude que nous devrons prendre peut-être une fois par an, au moment de l'épidémie de grippe, au moment d'autres épisodes? Est-ce que c'est une nouveauté pour les Français à laquelle il va falloir s'habituer?
si nous voyons arriver des pandémies chaque année, et rien ne dit que ce ne sera pas le cas, eh bien oui, je crois qu'il va falloir changer nos habitudes. On le voit, c'est des habitudes qui sauvent des vies, c'est des habitudes qui permettent aussi de ne pas attraper les maladies. Alors c'est vrai que nous n'avons jamais été fervents de ces mesures d'hygiène, mais malheureusement, je crains qu'à l'avenir, effectivement, elles deviennent beaucoup plus usuelles. D'ailleurs, c'est le pari que font un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ouvrent des usines de production de masques en Île-de-France. Alors Fabrice nous écrit: combien avez-vous dépensé à Île-de-France Mobilité et du côté de la RATP pour mettre notamment des stickers sur les strapontins, des rames, de voir globalement les usagers s'en moquer et s'asseoir comme avant dessus? Alors c'est pas vrai, on peut pas dire ça. Les mesures de distanciation sociale sont globalement bien respectées, et c'est d'ailleurs, il y a une vraie preuve de civisme des voyageurs, et ces marques de distanciation sociale, de distanciation physique, elles sont très importantes, y compris dans les gares. Donc oui, on a dépensé un peu d'argent. La vérité me pousse à dire que ça n'est rien à côté de nos pertes de recettes, parce que quand vous passez de 5 millions de voyageurs à 500 000 voyageurs pendant 2 mois, vous perdez 90% de vos recettes. Quand les entreprises qui vous financent mettent 40% de leurs employés en chômage partiel, vous perdez 40% là aussi de votre versement mobilité. Je peux vous dire qu'on a perdu 2,6 milliards de recettes, donc c'est pas les quelques dizaines de millions d'euros que nous avons mis de plus sur le nettoyage, la désinfection ou la signalétique qui sont un coût sur les transports. C'est vraiment les pertes de recettes. J'ai ce message sur Twitter qui vous demande si vous avez anticipé le fait qu'une partie de nos entreprises n'aurait-elle pas tout simplement décidé de réaliser des plans de licenciement qu'elles n'oseraient pas annoncer avant la crise sanitaire, après avoir profité d'aide de l'État. C'est le sens de la question sur le hashtag Europe 1. Est-ce qu'on va connaître des vagues de licenciements massifs? Et est-ce que vous l'anticipez à la région? Ma crainte, c'est que d'abord nous allons avoir des vagues de licenciements massifs qui seront liées à la crise, indubitablement. Je veux dire, quand vous avez 400 000 emplois dans le tourisme, quand vous avez 100 000 emplois dans l'aéronautique et que les avions ne se vendent plus, pareil pour l'industrie automobile, quand les voitures ne se vendent plus. Donc oui, nous allons avoir à faire face à une crise économique très violente. Et la question, c'est avec quelle rapidité nous allons nous relever. Donc le plan de relance, les mesures filets de sécurité pour les TPE-PME sont indispensables. Je n'élude pas la question de votre auditeur. Il y aura peut-être des entreprises qui, effectivement, prendront prétexte de la crise pour réaliser des plans de licenciement qu'ils voulaient faire avant. Et il faudra qu'on soit très vigilant là-dessus. C'est pour ça que toutes les aides doivent être conditionnées au maintien de l'emploi. Toutes les aides doivent être conditionnées au maintien de l'emploi. Valérie Pécresse, 8h35 sur Europe 1. On poursuit l'échange avec, je vois les questions de Jérémy, Christelle, Ophélie sur le hashtag Europe 1. On revient dans quelques toutes petites secondes avec la présidente de la région Île-de-France. Vous échangez avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invitée de la matinale d'Europe 1. Vous composez le 3921, Twitter avec le hashtag Europe 1. Et avec son pseudonyme chef de rang sur le hashtag Europe 1, cette question, Valérie Pécresse, que pensez-vous de l'appli Stop Covid votée hier à l'Assemblée nationale? Cela concerne beaucoup de franciliens. Votre ancien parti, je le précise pour cet auditeur, votre ancien parti, les Républicains, a voté contre. D'abord, pour moi, il n'est pas question qu'on trace les Français de manière durable. Cette application, son usage doit être strictement limité à la pandémie. Je ne suis pas certaine qu'elle soit efficace en réalité. Ce que je crois, c'est que le plus efficace, c'est aujourd'hui l'humain. C'est-à-dire les entretiens qu'on a avec les personnes contaminées qui disent qui elles ont contacté. L'application, elle a plein de défauts. Par exemple, si vous croisez quelqu'un dans une voiture à touche-touche, à un feu rouge, elle peut dire que vous avez contaminé la personne alors qu'elle est en voiture. Vous voyez. Donc elle peut dire, elle a des défauts, et je ne suis pas certaine qu'elle remplace l'humain en réalité. Mais pour le coup, hier matin sur notre antenne, le secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O, nous expliquait bien que les transports en commun sont la cible de l'utilisation de cette application Stop Covid, entre autres. Mais vous n'y voyez pas un avantage en milieu urbain dans la région Île-de-France? Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on l'expérimente, si elle peut apporter un plus pour la lutte contre la pandémie, et exclusivement pour la lutte contre la pandémie, et sur une base volontaire. Mais là encore, je le dis, pas de traçage des citoyens, pas sur la longue durée, et je ne suis pas certaine qu'elle sera finalement totalement efficace, donc il faut l'expérimenter, et puis il faudra en faire le bilan, et il faudra que ce soit réversible.
Le plan de soutien doit être conditionné au maintien de l'emploi. Au sujet de Renault, vous en parliez avec Sonia Mabrouk auparavant et Jérémy a réagi sur le hashtag Europe 1. Avez-vous obtenu d'autres garanties pour d'autres sites Renault en Ile-de-France, Lardy en Essonne ou encore Renault Sport à Viry-Châtillon ? À ce stade, ni Viry-Châtillon ni Lardy ne semblent concernés par le plan de restructuration de Renault tel que Jean-Dominique Sénard me l'a présenté. En revanche, ce qui est certain, c'est que nous devons nous battre. Nous devons nous battre parce que l'Île-de-France doit rester compétitive et doit rester la grande région de l'automobile qu'elle est aujourd'hui. Aucune fermeture de site Renault en Ile-de-France, Valérie Pécresse ? Ce que je souhaite vraiment aujourd'hui, je l'ai dit, c'est des garanties sur toutes les filières et tous les emplois franciliens. Il y a 3 types d'emplois. Il y a les emplois de recyclage qui sont à Choisy-le-Roi. Cette filière du recyclage, c'est une filière majeure pour l'industrie automobile de demain. Avec les batteries électriques, on aura besoin de recyclage. Donc il faut la développer et en faire une vraie filière d'économie circulaire. Et la région a prévu dans son plan de relance 75 millions d'euros d'aide qu'elle dédie aux filières stratégiques, industrielles qui en auront besoin, que ce soit l'automobile, que ce soit l'aéronautique. Donc oui, la région sera là, elle sera là pour définir un plan d'avenir pour Flins, elle sera là pour faire de cette filière recyclage une filière d'économie circulaire pleine et entière. Elle sera là aussi aux côtés des chercheurs de Guyancourt, parce que vous savez que c'est en Île-de-France que se conçoivent les véhicules de Renault, dans ce technocentre de Guyancourt. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer de faire tous les prototypes de véhicules du futur en Île-de-France, qu'on reste le lieu où se conçoivent ces véhicules. Et que ça ne parte pas au Japon, que ça ne parte pas ailleurs. Donc, je serai très vigilante sur ces 3 filières qui aujourd'hui sont menacées. Ophélie nous écrit: on entend beaucoup dire que les Parisiens veulent quitter la ville, mais la région Île-de-France d'ailleurs reste assez chère autour de la capitale, et puis ça va impliquer des voitures en plus de monde dans les transports. Est-ce qu'on anticipe ces futurs déménagements à la région ? Ce que je crois surtout, c'est qu'il va falloir une grande réflexion nationale sur le télétravail. Le télétravail a prouvé son efficacité. Et en Île-de-France, télétravailler 2 jours par semaine, pas toute la semaine, ce qu'on fait nous à la région pour 90% de nos agents, eh bien c'est une source de bien-être et de qualité de vie. Parce que ça épargne, 2 heures de transport en moyenne par personne par jour. Donc on rend du temps, on rend de la qualité de vie. Et si on généralise le télétravail, si on arrive à généraliser le lissage des heures de pointe, c'est-à-dire faire arriver les salariés entre 6h30 le matin et 10h30, les faire partir entre 15h30 et 19h30 le soir, au lieu d'avoir des horaires toujours fixes, tous les jours de la semaine les mêmes, et tout le monde dans les transports au même moment, je vous assure qu'on règle à la fois le problème des embouteillages et le problème de la congestion des transports. Mais par rapport à la question d'Ophélie, que peut faire la région, la présidente de région que vous êtes pour anticiper justement, peut-être soutenir, encourager le télétravail ? Absolument, c'est ce que nous faisons. D'abord fibrer l'ensemble de la région pour qu'il y ait du réseau très haut débit partout. C'est pas encore le cas dans tous les villages d'Île-de-France de la Grande Couronne. Donc il faut mettre les bouchées doubles pour avoir la fibre, de façon à ce qu'on puisse télétravailler dans de bonnes conditions. Mettre en place des lieux de coworking près de chez vous. Donc, y compris en Grande Couronne, nous avons un plan de 1000 lieux de coworking dans toute l'Île-de-France pour qu'on puisse aller travailler non pas chez soi où on n'a parfois pas des bonnes conditions pour télétravailler, mais tout près de chez soi, sans prendre les transports. Et puis, je travaille avec les employeurs sur cette charte du télétravail et du lissage des heures de pointe que je voudrais pérenniser après la crise. Je ne veux pas que le télétravail, ce soit quelque chose qu'on a subi et puis qui s'en va en même temps que le virus. Je veux que ça reste. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avec nos auditeurs sur le hashtag Europe 1. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir accepté de leur répondre. Il est 8h42, vous êtes sur Europe 1. Un très bon réveil à toutes et à tous.